Donc on rentre par la salle à manger où tout était propre, les chaises sur la table, tout. Ça, je me rappelle bien. Machinalement, Annabelle ouvre le frigo. Il y avait des sacs poubelles. Je me rappelle bien quand Jake me dit « mais qu'est-ce que c'est que tout ça ?» Donc je lui dis « je ne sais pas, attends, je vais regarder ». Et c'est là que, machinalement, avec ma main, j'ouvre un sac et je vois plein de sang. Et comme de la viande. Moi, je peux dire, sur le fait, ça a été de la viande. Ils ont tué ou fait tuer leur père ou leur mère, seuls ou avec des complices. Parfois, les complices étaient des membres de leur famille. Alexis, Jérôme, Émilie, chacun avait ses raisons. Des raisons insaisissables. Comment peut-on haïr suffisamment celui ou celle qui vous a donné la vie au point de lui donner la mort? Docteur Dubrin, Alexis a été condamné à 8 ans de prison pour le meurtre de 6 personnes, dont son propre père. Vous l'avez rencontré en prison. Il se prête au jeu de l'expertise? Il fait plus que se prêter au jeu de l'expertise. On a l'impression que c'est un soulagement pour lui de parler. Il n'y a pas besoin de lui poser énormément de questions. Il parle, on est presque assez rapidement dans une situation d'allure psychothérapique avec lui. Et comme beaucoup d'adolescents, dans son discours, il présente plusieurs facettes. Alors, ce qui est particulier, c'est que au premier contact, on pourrait se dire, voilà un garçon qui vient de tuer 6 personnes, dont son père, et il n'a pas l'air extrêmement marqué par... il peut apparaître détendu. Cette apparence est trompeuse, c'est-à-dire que très rapidement, on sent vraiment un fort sentiment de culpabilité par rapport au décès de son père, des regrets de ne pas avoir réussi à trouver avec lui la possibilité d'un échappatoire, d'autres solutions. Louvciennes, en banlieue parisienne. Dans la nuit du 26 au 27 février 1995. À 3h du matin, le commissariat reçoit un appel de détresse. Le téléphone police secours sonne, donc je décroche, comme je suis à côté du téléphone. Et là, il y a une personne, sexe masculin, un jeune homme, qui me dit « Venez vite, ils ont tué tout le monde chez moi ». Le policier et ses collègues foncent vers Louvciennes. Quelques minutes plus tard, ils arrivent devant une grande maison. Et là, on a vu un gamin qui nous a fait des signes. Tout un gamin. Je ne pensais pas qu'il avait que 17 ans, hein, parce que c'est un jeune homme, hein, quand même. Bon. Il nous a fait des signes, il nous a dit, voilà, c'est à l'intérieur, ça se passe. Donc on est rentrés tous les 3 avec le jeune homme. À l'intérieur, un véritable carnage. 6 personnes baignent dans leur sang. 3 hommes et 3 femmes. Une seule personne a échappé au massacre. On a vu un lit de bébé, avec un bébé dedans. J'ai allumé la lumière, j'ai vu le bébé qui bougeait, j'ai éteint la lumière. Et je dis au collègue, toi tu restes là, il y a un enfant vivant. Elle s'appelle Nathalie, elle a 2 ans et demi. Elle dormait tranquillement pendant qu'on tuait toute sa famille. Les policiers interrogent Alexis et apprennent que les victimes sont toutes russes. Il y avait son père Eugène, sa femme Ludmila, les parents de Ludmila et un couple d'amis. Alexis dit avoir passé la soirée en boîte de nuit. Il a découvert le carnage en rentrant. Sauf que dans la maison, un détail fait douter de sa version. Près d'une porte, les policiers retrouvent une toute petite pièce de métal, une attache de montre. Ils se tournent vers Alexis. Nous lui demandons s'il a l'heure, s'il porte une montre à son poignet. Il nous présente son poignet, pas de montre. Nous lui faisons vider ses poches et il nous tend la montre et le bracelet brisé. L'attache de montre est manquante. Alexis est donc placé en garde à vue. Et d'emblée, il vide son sac. Les 6 meurtres de Louvciennes, c'est lui. Son père a passé le week-end à l'humilier, alors il a décidé de le tuer. Il dit tout d'un coup, tout s'est brouillé dans ma tête. Et la pulsion est devenue extrêmement envahissante. Et il dit, à ce moment-là, j'ai visé mon père. Alexis tire 2 fois sur son père, qui s'écroule. Dans le salon, c'est la panique. Toujours de l'extérieur, Alexis raconte qu'il tire sur sa belle-mère, Ludmila.
À ce moment-là, son père se relève, le visage ensanglanté. Il atteint la face, la joue, et ce tir n'est pas mortel. Donc son père bouge, se déplace, se dirige vers le bureau et ça pose un problème. Ça pose un problème car dans le bureau, il y a des armes avec lesquelles Eugène pourrait riposter. Donc là, je pense que ça le dépasse. Il n'a que 16 ans et ça va vite. Donc il faut abattre son père. Alexis court vers l'entrée de la maison et tire 2 fois de plus sur son père. Ensuite, c'est l'enchaînement. Ludmila, qui vit toujours après les 2 premiers coups de feu, reçoit le coup de grâce. Puis les parents de Ludmila, puis le couple d'amis. Lorsqu'il dit « j'ai entendu que ça bougeait dans le salon », j'y suis retournée, j'ai vu qu'Olga bougeait encore et j'ai tiré. Lorsqu'il va s'apercevoir que son père bouge encore et qu'il va tirer pour la 5e fois et qu'il va avoir cette phrase terrifiante, pour lui c'était fini. Qu'est-ce qu'il vous dit, Alexis, de ce moment, celui où il appuie sur la gâchette et où il tire sur son père ? Il décrit l'image de son père qui vient d'être atteint par le projectile qu'il a tiré et qui s'écroule lentement pour tomber au sol. Voilà, il dit ça, cette image, elle me revient en permanence. Je fais des cauchemars là-dessus, je le revois. C'est-à-dire que voilà, c'est vraiment, on sent que bien qu'il soit l'auteur du coup de fusil, c'est en même temps un traumatisme pour lui. Et le reste, quand il tue les 5 autres personnes, tout ça c'est flou, quoi. Il n'a pas été capable de nous relater les faits qui se déroulent ensuite. C'est-à-dire qu'en fait, on apprend par l'étude de la procédure qu'il a dû rentrer, que son père n'était pas tué sur le coup, qu'il a dû tirer 2 fois ou 3 fois encore, qu'il a ensuite tué le reste des personnes présentes. Et là, il décrit qu'il était dans un état de rage, quoi, hein, vraiment que il a une formule qui dit j'ai été programmé pour tuer, comme si d'un seul coup il n'était plus maître de lui. Ensuite, il raconte quelque chose qui paraît hallucinant. Après les meurtres, avec la carte de crédit de son père qui est mort, il va voir une prostituée à Paris. Alors, bien évidemment, on peut avoir une lecture qui va être le sexe après le sang. Et en fait, c'est absolument pas ça. Il avait une habitude que lui avait donnée son père, une fréquentation de prostituées, hein, malgré son jeune âge. Ce qu'il recherche, c'est plus la présence, une présence réconfortante, féminine. J'ose à peine dire maternelle, mais c'est quand même à ça que je pense, hein, par rapport à ce bouleversement qu'il vient de vivre. C'est qui cet adolescent qui est devenu en quelques minutes le responsable d'une tuerie? Qu'est-ce qu'on sait de sa vie avant qu'il n'arrive en France? Alors voilà, c'est quand même un enfant qui a été fortement malmené par la vie. Ses parents se séparent dans les cris et la fureur. Le père est déjà violent, il est décrit comme abusant des boissons alcoolisées, et il est fréquemment violent vis-à-vis de la mère d'Alexis. Et puis il disparaît. Et il laisse la mère sans aucun moyen financier, c'est-à-dire qu'il ne paye pas de pension, donc la mère élève Alexis dans des conditions extrêmement précaires avec la grand-mère maternelle. Et puis je crois, vers l'âge de 12 ans, il réapparaît. Il réapparaît comme une tornade dans la vie d'Alexis, et il va s'occuper de lui, il va s'occuper de son éducation, il l'invite dans sa datcha, il a effectivement, à partir de là, un gros pouvoir d'achat. Et puis le père va plus loin, et il propose, puisqu'il avait des affaires d'exportation de bois et des bureaux en France, il propose que Alexis vienne vivre avec lui en France. Ça fait 3 ans qu'Alexis vit en France et il semble très bien intégré. Il était très calme, joyeux, hein, vraiment toujours, très facilement en train de rigoler, il riait beaucoup. C'est pas un garçon violent, en plus on a un bon exemple pour le confirmer, c'est qu'il joue au rugby, et au rugby il n'y a jamais eu un mauvais geste, il y a jamais il va s'énerver, il est correct, Alexis. À la rentrée 94, Alexis change de vie. Il ne veut plus être pensionnaire, alors son père lui loue un studio juste en face du lycée. À partir du moment où il lui paye son appartement, nous on lui demande combien est-ce qu'il lui donne pour vivre, et il nous disait qu'il avait l'équivalent de 10 000 francs par mois pour vivre. Sacré budget pour un adolescent de 16 ans. Du coup, Alexis flambe.
Rapidement, il sort, il va en boîte de nuit, il rentre en taxi, et il me dit moi je commande des bouteilles de champagne comme ça, avec panache. Je pense qu'il devait claquer énormément d'argent dans ces soirées, à ce moment-là en tout cas. Enfin en tout cas c'est ce qu'il nous disait. Alexis se fait de nouveaux amis, de jeunes Russes, riches et expatriés comme lui. Il vit comme un prince et se croit libre. Mais il ne l'est pas tout à fait. Il y a quand même un certain nombre de contraintes. D'abord, Alexis doit rendre compte de ses moindres dépenses à son père. Il est censé également passer le week-end systématiquement à Louvciennes, dans sa famille. Et puis, il y a un souci majeur dans l'esprit d'Alexis, c'est qu'il a à ce moment-là une liaison. Il est passionnément amoureux d'une jeune fille qui s'appelle Yana. Et pour des raisons assez obscures, son père est totalement opposé à cette liaison. Yana, une jeune et jolie Russe de 21 ans dont Alexis ne peut plus se passer. Alors, quand à Noël, toute la famille passe les fêtes en Russie, Alexis, lui, est malheureux. À l'insu de toute sa famille, il a pris l'avion, il est revenu en France pour retrouver Yana. Quand Eugène apprend qu'Alexis a fugué tout simplement pour revenir voir Yana le 30, il est furieux après son fils. D'autant que depuis la fugue, Alexis cumule les mauvaises notes et sèche les entraînements de rugby. Et ça, son père ne l'accepte pas. Il a imposé donc peut-être à son fils d'être excellent dans tous les domaines scolaires, sportifs et autres. C'était peut-être une présence pesante, oui. Eugène n'hésite pas à corriger Alexis, parfois à coups de ceinture. Et voilà qu'il lui confisque les clés de son studio et lui retire sa carte bleue et son passeport. Alexis ne pouvait pas voir Yana. Il n'avait plus d'argent, il n'avait plus les clés, il n'avait plus de passeport. Ce week-end-là, Alexis s'est senti séquestré dans la maison de Louvciennes. C'est ça, moi, qui, dans les aveux, m'a, plus encore que le récit des faits, marqué d'une manière indélébile. Alexis raconte que son dernier week-end à Louvciennes a été un cauchemar. Le samedi soir, après un dîner bien arrosé, son père l'a fait mettre nu, soi-disant pour chercher des traces de piqûres et voir s'il se droguait. Ensuite, Eugène est parti faire la fête. À son retour, vers 2h du matin, il l'a sorti de son lit et frappé avec sa ceinture. Le dimanche, Alexis voulait aller voir Yana, mais bien sûr, Eugène a refusé. « Je n'en pouvais plus », confesse Alexis. Son père était devenu un obstacle à son bonheur, alors il a décidé de l'éliminer. Docteur Dubray, on a une explication. Donc le père, quelle relation il a avec son père ? Alors voilà, le père, il s'inscrit constamment dans une situation de défi et dans une relation d'emprise vis-à-vis de son fils. C'est-à-dire qu'il entend régler son présent, son futur, son avenir. Il décide absolument de tout. Alexis doit devenir ingénieur comme lui, il doit travailler dans le bois. Quand il aura un fils, il doit l'appeler du prénom du grand-père parce que lui-même porte... Voilà, tout est prévu et il n'y a aucun espace de liberté pour lui. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que généralement, quand un père élève son enfant, il le met en situation à un moment de le dépasser ou de trouver sa complémentarité. Voilà. Et il y a une espèce de fierté paternelle à voir son fils qui va développer des compétences qu'il n'avait pas. C'est pas ce qui se passe là. C'est-à-dire que là, le père, il est en situation de rivalité. Il met son fils au défi de faire aussi bien que lui. Et en fait, globalement, pour pouvoir sortir de l'emprise et de l'attitude de défi que fait le père, la seule chose, c'est soit de s'en échapper complètement, ce qui est impossible parce qu'il est trop jeune, soit de le supprimer. Et à votre avis, qu'est-ce qui fait qu'il finit par passer à l'acte ? Il y a une culture de violence dans cette famille, hein, on le voit bien, on se bat, on se frappe, il y a des traditions de se donner des coups, et quand le père donne des corrections, il dit à son fils « va chercher mon revolver dans le bureau », le fils va chercher le revolver, et lui dit « je vais te casser les dents », il fait les gestes, c'est pas seulement une menace, enfin, voilà, la violence intervient très vite dans les relations, la violence physique, hein, et donc finalement, les actes
actes d'Alexis s'inscrivent dans le prolongement de cette culture de violence. Et ce qui est très curieux, c'est que Alexis est constamment dans des positions de défendre son père. C'est-à-dire qu'il pourrait dire oui, je l'ai tué, mais il faisait ceci, il faisait cela. À chaque fois, il dit oui, mais c'est comme ça en Russie, tous les pères font comme ça. Il n'en fait pas un argument de défense par rapport à ce qui lui est reproché. Finalement, il le déteste ou il l'admire, ce père? Les deux. Les deux sentiments cohabitent chez lui, en particulier au moment du meurtre, mais aussi après, quand on le voit à la maison d'arrêt de Bois-d'Arcy. On comprend bien pourquoi il est passé à l'acte, pourquoi il a pu tuer son père, mais les 5 autres personnes, alors? Alors, il dit je les ai tués parce que tous, de leur place, ils m'avaient fait du mal. Et en fait, sur le plan symbolique, il n'a pas tué véritablement 6 personnes, mais il a plutôt tué 6 fois son père. Finalement, Alexis a fait machine arrière. Ce n'est pas lui qui a tué toute sa famille, mais un mystérieux homme en noir envoyé par la mafia russe. Mais pour la justice, il s'agit bel et bien d'un parricide. Alexis a été reconnu coupable des 6 crimes et condamné à 8 ans de réclusion criminelle. Après 5 années derrière les barreaux, Alexis a été libéré en juillet 2000. Marianne Bille des Augères, comme Alexis, Jérôme Baude a tué son père, mais lui, c'est sa mère qui a tout manigancé. Racontez-moi la rencontre avec Jérôme. Un petit garçon, assez introverti, plus que timide, vraiment introverti, mais qui, lors de son incarcération, avait déjà commencé à rencontrer régulièrement des personnes avec qui parler, donc du coup qui s'ouvrait progressivement. Il s'exprime facilement, il vous parle des faits, comment ça se passe? Oui, il s'exprime assez facilement, peut-être même soulagé de pouvoir parler de ce qu'il a vécu, de ses relations à sa mère, de ses relations avec son père, familiales. Est-ce qu'on l'imagine pouvoir tuer son père? Non. Non. C'est pas... Ça a l'air d'être un gentil garçon. Lundi 6 mai 2002. Nadine Baude est inquiète. Elle n'a plus de nouvelles de son mari depuis qu'il est parti travailler. Joël Baude est boucher. Le week-end, il habite en Normandie avec sa famille, mais la semaine, il travaille en région parisienne. Sa femme Nadine se rend à la gendarmerie. Sur le plan familial, donc, elle nous apprend qu'elle s'est mariée le 6 mai 1978, que de leur union, donc, ils ont eu un enfant qui est maintenant âgé de 21 ans, et que leur enfant est chercheur à l'Institut Pasteur. Quant à elle, Madame Baude, elle est ambulancière près du Neubourg. Donc au niveau relationnel avec son mari, elle n'a aucun problème. Au niveau financier, pareil, ils gagnent correctement leur vie. Par contre, le seul problème qui déstabilise un petit peu la famille, c'est qu'elle vient d'apprendre qu'elle est atteinte d'un cancer. La maladie de sa femme aurait-elle déstabilisé Joël Baude? Quoi qu'il en soit, personne n'a de nouvelles de lui pendant 1 semaine. Jusqu'à ce que les gendarmes retrouvent sa voiture. Le véhicule est complètement calciné. On est pratiquement à l'état de tôle brute. Et tous les équipements de la voiture, tout est fondu. Tout est au fond, sur le sol de la voiture, et c'est vraiment pêle-mêle. Dans la voiture, les gendarmes retrouvent le corps de Joël Baude, ou plutôt ce qu'il en reste. Il restait la tête et le buste. Une tête qui était complètement calcinée, qui ne ressemblait pas du tout à une tête, disons, d'une personne humaine, mais bon, qui en avait la forme. Et pareil avec le buste, il n'y avait plus de bras, c'était très très peu, il restait le haut du buste. Il y a des coups, c'est-à-dire qu'un devant et un derrière, donc il y a eu lutte ou quelque chose, donc ça conforte la piste criminelle. Nadine Baude et son fils Jérôme sont convoqués à la gendarmerie. Quand on lui dit que son mari a été assassiné, Nadine s'effondre en larmes et fait un malaise. Pourtant, les gendarmes se concentrent sur elle et son fils. C'est toujours la première piste, la famille.
La ligne téléphonique des Baudes est mise sur écoute. Et très vite, les gendarmes découvrent que Nadine a un amant, Jacques, avec qui elle mène une double vie. Nadine a même présenté Jacques à son fils Jérôme, et Jérôme semble tout à fait accepter l'amant de sa mère. Voilà, il m'accepte bien, ça se passe bien. Ça se passe bien, on s'entend bien, voilà. C'est un garçon, paraissait introverti, un peu introverti. C'est un petit génie qui a 20 ans, qui est en 3e année de médecine, voilà, quelqu'un de brillant. Alors Jérôme Baude, un garçon introverti, un petit génie, vous êtes d'accord avec ça? Un petit génie, sûrement pas. Introverti, oui. Mais un petit génie, non. Ça, c'est le mensonge familial que aussi bien le père que la mère, que Jérôme aimaient raconter. Alors, il est au courant de la liaison de sa mère avec Jacques, avec son amant, et il la couvre même. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il n'aime pas son père? Ça veut dire en tout cas qu'il a une grande loyauté vis-à-vis de sa mère. Il est dans une place assez difficile, Jérôme. Il va l'exprimer plusieurs fois, où il se sent, je reprends ces mots, le cul entre deux chaises, ce qui est un peu trivial, mais qui exprime bien probablement ce qu'il ressentait. C'est-à-dire que, à la fois, il était assez éloigné de ce père, assez à distance, avec qui il avait peu d'atomes crochus, peu de sujets en commun. Mais en même temps, le père le mettait dans une position de dire « quand je ne suis pas là, c'est toi qui veilles sur ta mère, tu la surveilles, Voilà. Et donc il se sentait un peu comme le petit espion, je reprends ces mots, de son père. Donc finalement, il jouait un double jeu. Il assurait d'un côté à son père qui lui rapporterait tout ce que fait sa mère, mais ce n'était pas réellement le cas puisqu'il la couvrait, il était au courant du fait qu'elle avait un amant. Et ça, comment est-ce qu'on peut l'expliquer? C'est ça, c'était plus parce qu'il était incapable de se positionner vis-à-vis de ce père, c'est-à-dire qu'il était incapable de s'opposer. C'est quelqu'un de très passif, de très immature. Il pouvait qu'adhérer comme ça, de façon passive, aux injonctions de son père. 2 mois après le meurtre, la mère et le fils sont interpellés et placés en garde à vue. Si Nadine se montre très ferme face aux enquêteurs, Jérôme, lui, n'a pas la même force de caractère. Et il avoue, c'est lui qui a fait brûler le corps de son père. Jérôme raconte tout. Tout a commencé quelques heures avant la tragédie. Il était en week-end avec sa petite amie et des copains dans un parc de loisirs quand il a reçu plusieurs coups de fil de sa mère, complètement paniquée. Elle va lui téléphoner plus de 10 fois dans la période qui a précédé le drame. Elle paraît très angoissée. Elle lui dit que son père se doute de quelque chose pour la relation que celle-ci entretient par ailleurs et qu'elle pense qu'il va la battre, peut-être même quelque chose de plus grave. Jérôme a peur pour sa mère. Alors il interrompt son week-end et court la rejoindre. Lorsque son père rentre, tout se passe bien. Ils prennent même l'apéritif ensemble. Jusqu'à ce que son père leur lâche qu'il est au courant pour l'amant de Nadine. C'est là que ça a dégénéré. Il y a une dispute entre le père et le fils. Le père reprochant à son fils de ne pas lui avoir dit que sa mère avait un amant. Dispute qui se poursuit au niveau du sous-sol, au garage. Dans le garage, la dispute se transforme en bagarre. Jérôme tente de repousser son père. Pour se défendre, il saisit une bûche dans le sous-sol et frappe son père derrière la tête et l'assomme. Donc sur cet entrefait, Nadine, qui a entendu la dispute, descend, voit donc son mari étendu à l'extérieur, inanimé. Là, elle lui prend le pouls et constate qu'il est mort. Là, dit Jérôme, c'est la panique. Alors avec sa mère, il décide de se débarrasser du corps et l'emmène en voiture dans un petit bois. Jérôme asperge la voiture d'essence, fait craquer une allumette et met le feu au corps de son père. Ensuite, il dit avoir rejoint ses copains et fait la fête avec eux. À sa petite amie qui remarque qu'il a des brûlures sur le visage,
Jérôme invente une histoire de barbecue avec ses parents. Jérôme a tué son père. Il vous dit quoi? C'était un accident, un meurtre? Il va vraiment resituer les choses comme un enchaînement d'événements qui lui ont échappé. Est-ce qu'il vous dit ce qu'il a en tête quand il quitte ses amis précipitamment à ce parc d'attractions et qu'il court rejoindre sa mère? À ce moment-là, qu'est-ce qu'il se dit? Je cours sauver maman. C'est-à-dire que sa mère l'a appelé plusieurs fois, très angoissée, la peur que son père découvre qu'il savait que sa mère avait un amant et sa mère qui veut lui dire, la peur de la violence de son père, et ça je pense parce qu'il est grandement conditionné par sa mère qui lui répète il peut être violent, il est violent. Ce qui fait qu'à un moment donné, il a peur de la réaction de son père, ses parents se disputent, et du coup il prend une bûche qui est là et il l'assomme. Il faut du sang-froid pour mettre le corps de son père dans une voiture et y mettre le feu. Est-ce qu'il se rend compte à ce moment-là de ce qu'il est en train de faire? Je ne pense pas. Je pense que là, il le dit lui-même, il a perdu tout repère. Je pense qu'il est complètement sous le choc de ce qu'il a pu lui-même faire. N'oublions pas qu'il n'a même, dans sa vie, jamais osé dire non à son père ou s'opposer. Donc il passe de jamais oser s'opposer à tout à coup l'assommer, enfin, d'une extrême à l'autre. Lorsqu'il dit ma mère m'annonce qu'il est mort et qu'il faut qu'on se débarrasse du corps, je dis bon sans réfléchir et elle m'aurait dit de faire n'importe quoi, je l'aurais fait. Il a perdu à ce moment-là toute capacité de réflexion. Donc c'est quoi à ce moment-là? C'est un robot qui est activé par sa mère, qui appuie sur les boutons Je pense qu'il est complètement sidéré psychiquement. Hein, on parle souvent de la sidération psychique des victimes. Hein, ça peut exister également du côté des auteurs. Donc là, je pense qu'il y a un effet de sidération après ce qu'il a osé faire. Lorsqu'il se retrouve en prison pour le meurtre de son père, Jérôme Baude a 21 ans. C'est un garçon qui est doux. Tout le monde le décrit comme un garçon gentil, comme un garçon serviable. C'est pas du tout un bagarreur, mais pas du tout, au contraire. Hein. Jérôme n'a pas beaucoup d'amis. Le week-end du meurtre, c'était la première fois qu'il partait sans ses parents et surtout sans sa mère. Dans la perquisition qui sera effectuée au domicile familial, on s'aperçoit que c'est un jeune homme qui est resté enfant. Il y a des peluches, des dessins avec des cœurs envoyés à sa mère. Il est le petit de sa maman. En prison, Jérôme écrit tous les jours à sa mère. Il s'inquiète pour elle et lui dit qu'elle est la plus belle, qu'il l'aime à l'infini. Des lettres qu'il signe avec des fleurs et des petits cœurs. À cet âge-là, effectivement, on voyait des petits cœurs ou des petites fleurs à sa mère, c'est que quelque part, on ne s'est pas construit dans son identité d'adulte. C'était une relation malsaine entre la mère et le fils. Malsaine, oui. C'est pathologique. C'est une relation hautement pathologique. Il y a une dimension sexuelle, est-ce qu'il y a une attirance de l'un pour l'autre? Les fantasmes sont très présents. Donc aussi bien l'un que l'autre sont dans le déni quant à une réalité d'actes incestueux. Donc il n'y a pas eu d'acte incestueux. En tout cas, tous les deux le dénient. Mais leurs propos soulignent les aspects incestuels. C'est-à-dire que c'est dans le fantasme, c'est dans le fait de dormir ensemble, c'est dans la très grande proximité, c'est dans le discours, où là, on se dit non mais il y a quelque chose qui ne va pas là. C'est une mère et un fils et ils se comportent comme des petits amoureux. Et comment existait le père Joël dans ce couple? Ça devait probablement être très compliqué pour lui de trouver une place. Je pense qu'il y avait des aspects qui lui convenaient. Peut-être qu'il était un petit peu en difficulté dans sa place de père, pour être père. Peut-être que Jérôme ne lui ressemblait pas trop au niveau du caractère. Je dis au niveau du caractère parce qu'il paraît que physiquement, il lui ressemblait beaucoup. Et donc, il ne savait pas trop comment s'y prendre avec ce fils.
Mais en tout cas, voilà, c'était pas simple pour lui, mais il était aussi acteur dans ce système-là. Alors selon vous, c'est quoi la clé du passage à l'acte? Ce passage à l'acte n'a pas eu lieu à n'importe quel moment. C'est un moment très particulier où aussi bien Jérôme que sa mère tentent de se séparer psychiquement. Madame, la mère, a un amant. Jérôme, lui, de son côté, a une petite amie, c'est la première fois. A des amis, c'est la première fois. Commence à sortir, c'est la première fois. Mais du coup, ça crée une logique un peu folle. Ils projetaient, et l'un et l'autre, leurs difficultés propres à se séparer sur le fait que la personne qui les empêchait, c'était le père. Mais en fait, ils étaient tous les deux en grande difficulté pour se séparer l'un de l'autre. Le procès de Nadine et Jérôme s'ouvre en avril 2006. Et tout de suite, une question se pose. Nadine a-t-elle demandé à Jérôme de tuer son père? Jamais il n'a dit que sa mère lui avait commandé de faire ceci ou cela. Mais on n'arrête pas de l'imaginer très fort que ce soit ça, parce que dans les éléments du dossier, c'est ce qui apparaît, quoi. On n'imagine pas le contraire. C'est donc Nadine qui décide et Jérôme qui exécute. Nadine, qui mentait même à son fils en lui faisant croire que son père était violent et qu'elle était atteinte d'un cancer. Mais Jérôme, fidèle jusqu'au bout, refuse d'enfoncer sa mère. Je n'ai pas du tout cherché à accabler Nadine Baud. D'abord parce que ça aurait été trahir mon client. Hein, il le voulait manifestement pas. Et parce que moi, j'avais le sentiment d'être dans un dossier où la vérité, elle est subtile. Jérôme est fidèle à sa mère jusqu'au bout. Pourtant, elle lui ment à lui aussi. Son cancer, par exemple, c'était du pipeau. Oui, et il lui pardonne. C'est-à-dire que si dans un premier temps, il est un petit peu dépité, qu'elle puisse lui mentir à lui, parce qu'il comprend, il dit « je comprends qu'elle a pu mentir à la famille pour attirer l'attention, pour se faire plaindre, mais à moi quand même, comment ça se fait qu'elle m'ait menti ?» Tout de suite après, il dit « mais peut-être parce qu'elle m'aime tellement qu'elle avait peur que je parte ». Donc du coup, il transforme ça en nouvelle preuve d'amour, c'est-à-dire que voilà, tout est au service de cette relation dans laquelle ils sont dans une emprise mutuelle finalement. Il a des remords? C'est difficile à dire. Sa mère, clairement pas. Elle a un discours très négatif vis-à-vis du père de Jérôme. Elle ne parle de lui qu'en termes disqualifiants. Jérôme, c'est plus difficile à déterminer. En tout cas, il n'y a pas du tout un discours qui aurait été « je regrette ce que j'ai fait, je m'en veux beaucoup, je suis triste », mais on le sent embêté. Est-ce qu'il l'aimait, son père, ce père qui l'a tué? Pendant l'expertise, il ne va rien exprimer en ce sens. Je sais qu'au moment du procès, à la fin, il va dire « je l'aimais bien quand même », mais en tout cas, dans l'expertise, il ne va rien dire dans ce sens-là. Finalement, la mère et le fils ont été condamnés tous les deux pour assassinat. Jérôme a 12 ans de prison, Nadine a 25, soit 2 fois plus que son fils. Les jurés ont considéré que c'était elle, l'instigatrice de ce crime. Si Jérôme a été instrumentalisé par sa mère pour tuer son père, Émilie, elle, a laissé son petit ami tuer sa mère sous ses yeux. Docteur Zaguri, quand vous la rencontrez, qu'est-ce qu'elle vous dit? D'abord, on ne peut pas ne pas dire qu'elle a quelque chose de complètement sidérant. Voilà une jeune femme qui fait l'amour avec son amant, qui a violé, tué sa mère, découpé en morceaux et mis dans le réfrigérateur. Il y en a qui, vous savez, on peut se répéter la phrase en boucle 20 fois, on n'arrivera pas à intégrer toutes les tranchetés et toute l'horreur de la scène. Donc, il est évident que l'interlocuteur, en l'occurrence moi, qui suis là, j'ai ça en tête. Hein. Donc, elle parle de tout ça avec une certaine froideur, une certaine neutralité émotionnelle.
mais très vite, on s'aperçoit qu'elle est assez radicalement incapable d'exprimer ses sentiments. Janvier 2005, à Mareuil-les-Maux, un village à l'est de Paris. Ça fait plusieurs jours qu'une femme a disparu. Maryse Louvet n'a donné de nouvelles à aucune de ses 3 filles. Émilie, la plus jeune, est la dernière à l'avoir vue vivante. Ce jour-là, le jeudi 13 janvier, elle s'était disputée. Émilie est inquiète. Elle passe et repasse devant la maison vide. Entre le samedi et le lundi, toujours pas de nouvelles de maman. On va au commissariat toutes les deux. Donc on fait porter maman disparue. Je me rappelle bien à l'audition qu'Émilie décrivait, parce que c'était la dernière personne à avoir vu maman, comment était habillée maman et tout ça. Pour vérifier s'il y a eu des mouvements sur les comptes de Maryse, les policiers demandent à ses filles de leur apporter des informations bancaires. Alors Émilie, Annabelle et Angélique vont chez leur mère chercher les documents. Nous voilà toutes les 3 à rentrer avec mon oncle au domicile. Donc on rentre par la salle à manger où tout était propre, les chaises sur la table, tout. Ça, je me rappelle bien. Machinalement, Annabelle ouvre le frigo. Il y avait des sacs poubelles. Je me rappelle bien quand Angélique me dit « mais qu'est-ce que c'est que tout ça ?» Donc je lui dis « je ne sais pas, attends, je vais regarder ». Et c'est là que, machinalement, avec ma main, j'ouvre un sac et je vois plein de sang. Et comme de la viande. Moi, je peux dire, sur le fait, ça a été de la viande. Affolées, les 3 filles appellent le commissariat. On rentre dans la maison et on se dirige vers la cuisine. Bon. Et donc, on va au frigo. J'ai les sacs devant moi et j'ouvre un sac. Je déchire, j'ouvre pas, je déchire. Et là, sur quoi je tombe? Sur un morceau de sein. Un corps démembré. Et pendant que les experts font des prélèvements, dehors, les filles de Maryse attendent toujours. Ce qui nous choque un peu, voilà, c'est quand même ces filles qui sont sur le pas de la porte, pratiquement de la maison où elles ont grandi, et qui rigolent, quoi. On les trouve pas peinées comme elles devraient normalement l'être, on va dire. On jouait avec les enfants, mais on rigolait entre nous 3, on parlait de choses et d'autres, mais c'est vrai qu'on s'est posé la question, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Mais ça a été du sang plus, quoi. Et d'un coup d'un seul, une dame sort. Et puis du but en blanc, nous dit « c'est votre mère qui l'a coupé en 11 morceaux dans votre frigidaire ». Donc là, ça a été tout qui s'écroulait, complètement. Tout s'écroulait. Émilie attend sur le pas de la porte avec ses sœurs, alors qu'elle, elle sait ce qui est arrivé à sa mère. Comment est-ce qu'on peut l'expliquer, ça? Probablement, elle espère encore à ce moment-là ne pas être impliquée dans ce qui immanquablement va se révéler, mais elle a probablement mis en jeu des mécanismes de défense assez massifs pour ne pas avoir à la conscience de façon claire la situation qui était la sienne. On n'est pas dans une famille facile, c'est une famille dans laquelle il n'y a pas de violence, mais il n'y a pas beaucoup d'amour non plus. Ce que raconte Émilie Louvet de manière assez claire, assez manichéenne, c'est une relation très forte avec son père. Son père l'adorait, son père lui passait tout, et une relation conflictuelle avec sa mère, surtout depuis la mort du père. Je ne peux pas dire qu'il y avait peu d'amour dans la famille. Ce que je peux dire, c'est que Émilie parlait d'un amour très fort de part et d'autre avec son père, et d'un rejet, en quelque sorte, une déception du côté de sa mère. Et une certaine jalousie de ses sœurs qui semble apparaître au dossier compte tenu de la place de chouchou qui était la place d'Émilie. Un contexte familial qui attire l'attention des policiers. Les 3 filles sont emmenées à la brigade criminelle et interrogées séparément. En comparant leurs déclarations, les policiers découvrent qu'Émilie leur a menti.
sur un détail, mais c'est un mensonge. Elle n'est pas célibataire. C'est sa sœur Annabelle qui vend la mèche aux policiers. Alors, c'est vrai que moi, au bout d'un moment, quand on a parlé d'Émilie, je lui ai parlé de son compagnon. J'ai dit qu'elle sortait avec un fameux Driss Sadji, qui avait déjà tué une fois. Donc voilà, et puis là, où la femme flic me dit « Vous n'auriez pas pu me dire ça depuis longtemps ». Donc là, si jusque-là, on n'avait pas trop de pistes du côté familial, parce que malgré ces conflits, ça justifiait pas non plus d'en arriver à là. Là, pour le coup, on tombe sur un personnage qui devient un petit peu plus intéressant d'un point de vue policier, quoi. On est sur quelqu'un qui a fait de la prison pour meurtre, qui a fait 10-15 ans de prison d'après les premiers éléments qu'on a, qui est dans l'entourage d'Émilie, qui vit dans la maison où on retrouve le corps de sa mère. Pendant ce temps-là, l'autopsie du corps de Maryse Louvet révèle un élément inattendu. La mère de famille a été violée. Les policiers décident de réentendre Émilie au sujet de son compagnon. Au départ, elle nous parle dans quelles conditions elle l'a rencontré. Et puis, petite phrase qui est lâchée un petit peu comme ça, elle nous dit « Je pensais pas qu'il allait recommencer ». Donc là, forcément, on s'intéresse encore plus à ce personnage en lui disant « Mais recommencer quoi ?» Recommencer à tuer. Émilie finit par raconter. Elle ne s'est pas disputée avec sa mère le 13 janvier. Le 13, Maryse était déjà morte. 2 jours avant, le 11, en plein milieu de la nuit, Driss a klaxonné devant chez elle. Elle l'a rejoint dans sa voiture et ils sont allés faire l'amour. Et puis, elle lui a fait part des soucis qu'elle avait avec sa mère. Ça se passait pas bien, elle s'était encore engueulée. Et Driss Sadji lui a simplement dit qu'il allait tuer sa mère pour régler un peu ses soucis, puis pour lui prouver son amour. Alors ils sont revenus se garer devant le pavillon. Driss est entré, seul. Elle l'a attendu dans la voiture, longtemps. On la titille en disant « Mais c'est pas possible, tu peux pas rester 1 heure dans la voiture alors qu'il vient de dire qu'il allait tuer ta mère, quoi. Non, Alors elle nous dit qu'elle avait peur, qu'elle osait pas sortir de la voiture. Au bout d'1 heure, Émilie dit que par la fenêtre de la voiture, elle a vu Driss sortir de la maison. Là, Émilie nous explique qu'elle voit Driss Sadji avec sa maman qui est à moitié dévêtue, qui a des ecchymoses sur le visage, qui saigne. Il explique qu'il faut que la maman s'excuse auprès d'Émilie pour tout le mal qu'elle lui a fait. Elle dit que Driss Sadji, quand il sort dehors, il a la braguette qui est descendue. On comprend qu'il s'est quand même passé quelque chose de plus que 3 coups de poing au visage. Émilie continue. Elle a suivi son copain à l'intérieur. Driss lui a demandé de lui préparer un café. Il était dans le salon avec maman. Je suis montée dans ma chambre. Il a demandé à ma mère de s'allonger dans le couloir. Ma mère ne m'a jamais appelée au secours. Elle se laissait faire. Il m'a ensuite appelée pour venir voir ma mère. Elle était étendue dans le couloir. Elle avait encore le foulard autour du cou. Ma mère était morte. Et elle nous explique que Driss Sadji la prend dans les bras, très fière de lui, en lui disant « Voilà, j'ai tué ta mère par amour, pour te prouver mon amour ». Et elle me raconte l'horreur de cette affaire, de ce crime, comme elle pourrait me raconter ses dernières vacances, quoi. Ensuite, elle l'a aidé à rouler le corps dans des couvertures et à le ranger dans le cabanon, derrière la maison. Puis ils sont allés se coucher dans la chambre d'Émilie, comme si de rien n'était. Jusqu'au lendemain. Voilà, ils vont passer leur petite journée de petit couple, tranquille, à la maison. Et puis le soir, ils vont même sortir sur Meaux, aller dans un bar, rencontrer des amis de Driss, boire, beaucoup boire.
C'est seulement le surlendemain que Driss et Émilie récupèrent le corps pour le découper. Elle l'aide d'une part à charger les morceaux du corps de sa mère dans des sacs plastiques qu'elle va transporter et ranger dans le frigo qu'elle aura préalablement vidé, bien rangé correctement. Et puis après, elle va l'aider dans tout le nettoyage de la maison. C'est elle qui va passer la serpillière. Ils vont mettre les chaises sur la table dans le salon. Nous, on essaye aussi de jouer un petit peu sur le côté émotionnel, quoi. Lui dire, mais tu te rends compte de ce que tu es en train de nous raconter? Non, mais tu es en train de nous dire qu'il a découpé ta mère. Elle dit, ah oui, oh là là, c'était horrible, quoi. Mais voilà, sans plus... Non, mais nous, on est super perplexes quand on l'entend et quand enfin voilà, moi, j'ai rarement vu quelqu'un avec si peu de réaction. La seule chose finalement qui l'a choquée et qu'elle n'a pas voulu faire, c'est transporter la tête de sa mère dans le frigo. Non, tout le reste du corps ça allait, mais la tête, visiblement, c'était trop dur pour elle, quoi. Alors Émilie a avoué devant les policiers avec une froideur qui les a frappés. Devant vous aussi, elle était aussi froide? Quand on a une telle crudité, je parlerai de crudité plutôt que de froideur, le psychiatre pense d'abord à la psychose. À une certaine forme de psychose où effectivement il n'y a plus d'empathie, ce qui n'est pas son cas. Donc cette crudité chez elle me paraît beaucoup plus en rapport avec des éléments de personnalité, des éléments caractériels qui font qu'elle a beaucoup de mal à se mettre à la place des autres, et elle a probablement éprouvé beaucoup de ressentiment à l'égard de sa mère, mais probablement aussi d'autres types de sentiments plus positifs, mais en étant incapable de les synthétiser, si vous voulez. D'un côté, je vous aime, d'un côté, je vous aime pas, mais je ne peux pas faire la synthèse des deux. Au moment de la reconstitution, on va s'apercevoir qu'elle a menti. Elle n'était pas dans la voiture, elle était avec Driss au moment où il a violé et tué sa mère. Elle a assisté à tout. Elle en parle comme d'images horribles qui la hantent et qui la réveillent la nuit, mais elle le dit sans émotion. Alors là, il faut faire très attention. Ça ne veut pas dire que tout ça est joué. Ça veut dire que là aussi, elle est incapable de formuler ce qu'elle ressent. Est-ce qu'elle a ce qu'on appelle vulgairement, communément, un sens moral? Je crois qu'elle n'est pas dépourvue de sens moral. Je crois qu'elle a quand même un psychisme assez rudimentaire, elle est fruste, elle est limite sur le plan intellectuel. Bon, c'est quelqu'un quand même qui est très passif de caractère, qui a fait pipi au lit jusqu'à l'âge de 16 ans, qui a dormi dans le lit de ses parents, enfin bon, et qui ne faisait rien de son existence, et qui a été ébloui qu'un homme s'intéresse à elle, voilà. Émilie est seule à son procès. Son compagnon Driss s'est enfui après le meurtre. Il s'est réfugié au Maroc, où il a finalement été arrêté et attend d'être jugée. Quant à Émilie, elle ne fait pas très bonne impression sur la cour d'assises. Quand on entend dire qu'elle est montée là-haut dans sa chambre et qu'elle a laissé Driss avec maman et qu'elle n'a même pas levé ne cerce que le petit doigt pour prendre son téléphone portable, parce qu'elle avait quand même bien un téléphone portable, et puis appeler la police pour pouvoir défendre sa mère. Des témoignages accablants pour Émilie, qui est comme absente. C'est vrai que par moments, je me suis quand même posé la question si elle réalisait où elle était, quoi. Mais même par moments, elle s'endormait. Jusqu'au jour où la cour entend le témoignage de Driss, recueilli par la police marocaine. Il accuse Émilie d'avoir tout fait, tout manigancé.
elle s'est mise à pleurer, elle a fini par se mettre à pleurer. C'est quand le juge a lu l'audition de Driss Sadji et que Driss Sadji remettait tout sur le dos à Émilie. Alors là, oui, elle a pleuré. Là, franchement, elle a pleuré parce que son amoureux, qui remettait toute la pierre sur elle. Et donc, c'est simplement à la lecture de ce qu'a pu dire, ça je dis qu'elle va véritablement réaliser ce qui s'est passé, réaliser surtout que l'amour qu'elle avait pour cet homme-là n'était absolument pas partagé, qu'il l'a utilisé, quoi. Et donc là, c'est effectivement un drame pour elle, quoi. Émilie pleure sur son sort, sur sa vie fichue en l'air par Driss. Elle pleure, mais elle n'émeut personne. Elle est condamnée pour l'assassinat de sa mère à 20 ans de prison avec une peine de sûreté des 2/3. Quant à Driss Sajdi, la justice marocaine l'a condamné à perpétuité. Docteur Zaguri, Émilie a été spectatrice de son procès et même au moment du verdict, elle n'a eu aucune réaction. C'est parce qu'elle est sous le poids de sa culpabilité ou parce qu'elle est impressionnée par le décorum judiciaire? Elle est probablement impressionnée, mais l'un de ses moyens de défense, c'est de se retirer. Une des façons de ne pas vivre le caractère terrible de ce qui lui arrivait, c'était de ne pas y être, de s'en dégager. Est-ce qu'on peut l'imaginer instigatrice ou manipulatrice? On peut imaginer qu'Émilie Louvet a été instigatrice d'une vengeance, sans plus de précision, par rapport à son conflit, son ressentiment, sa rancœur vis-à-vis de sa mère. Mais imaginez qu'elle ait instrumentalisé le passage à l'acte atroce, précédé d'un viol, d'un grand psychopathe pervers. Non, moi je n'irai pas jusque-là. Elle regrette? Elle regrette à sa manière. À sa manière. C'est-à-dire? C'est-à-dire que sa mère méritait quand même pas ça. C'est sa phrase. Ma mère méritait quand même pas ça. Alexis a tué son père, qui l'étouffait. Jérôme a éliminé le sien parce qu'il était devenu un obstacle pour sa mère et lui. Quant à Émilie, difficile de savoir si elle a tout compris.